un petit beurre nantais, évidemment, puisqu'on associe le petit beurre à la ville de Nantes. Comme on associe d'autres produits de la région à des villes, à des endroits, je pense à la Mongette de Vendée, je pense au vin d'Anjou, au muscadet du pays nantais, la rillette du Mans. Notre région regorge de marques, qui contribuent d'ailleurs à son image de marque. Alors c'est valable pour le secteur alimentaire, mais dans le domaine sportif, on pense aux 24 heures du Mans, ou dans le domaine du numérique, à la ville d'Angers, avec Angers French Tech. Elle veut devenir la première ville connectée de France. Alors justement, c'est l'objet de cette émission. Qu'est-ce que le Made in Pays de la Loire? Qu'est-ce qui est fait dans notre région et nulle part ailleurs? Pour y répondre, des invités, des reportages. Enquête de région commence. Bienvenue. Je t'en remets un petit peu. Allez, Patrice, bon, voilà, j'ai Merci. évoqué les rillettes à l'instant. Ça nous a donné envie, avec Patrice Mariot, directeur de marché aux mines de Nantes, le marché d'intérêt national, eh bien, d'en manger un petit peu. Des rillettes qui sont faites au Mans, fait à Made in. Ça fait appel à un lieu, à une région, à un pays. C'est marqué sur toutes les étiquettes. Tous les produits qu'on achète ont leur origine indiquée. C'est un levier de communication. Ça permet de voyager. Les villes, les collectivités locales, territoriales l'ont compris. Elles qui aujourd'hui développent leur propre marque. Ainsi, dans la Sarthe est né Off Course Le Mans. Je ne vous cache pas qu'il y a un jeu de mots pour montrer que cette ville n'est pas uniquement celle des 24 heures. Depuis quelques mois, les rues du Mans se parent de rouge. Drapeaux, affiches, bannières et parapluies ont envahi les rues. C'est la nouvelle campagne de communication de la ville. Elle se construit autour d'un slogan « Off Course Le Mans ». 1 an et demi après son arrivée à la mairie et juste avant les élections municipales, l'ancien porte-parole du gouvernement semble apposer sa marque et dépoussiérer la communication de la métropole. Off Course a cet avantage, c'est off course, c'est donc bien la course. Le Mans, il y a la ville, et donc on a là une marque territoriale qui correspond, je vais dire, à l'histoire qui est la nôtre et la volonté de se projeter dans l'avenir. Une référence directe aux 24 heures du Mans, course automobile mythique, célèbre dans le monde entier, la ville capitalise sur sa notoriété pour créer un nouveau slogan. En marketing, cela s'appelle une marque territoriale. Un concept adopté par de nombreuses capitales dans les années 70. Désormais, les petites communes et villes de taille moyenne s'y mettent aussi. Objectif, exister sur les réseaux sociaux pour rester attractif. L'explosion des nouvelles technologies fait qu'aujourd'hui, les personnes sont capables d'avoir des informations de l'autre bout du monde de façon instantanée, ici et maintenant. Donc les territoires sont en concurrence avec cette vélocité de l'information. Première chose. La deuxième chose, les systèmes de valeurs. Ce qui avait de la valeur il y a 20 ans en a peut-être moins aujourd'hui et d'autres choses ont pris le pli. Si les territoires ne s'inscrivent pas dans ce changement, ils risquent de se paupériser, de s'appauvrir et de créer de la désaffection. La campagne est en partie gérée par cette agence de conseil en communication et tout commence sur les réseaux sociaux. L'objectif, c'est d'animer avec de l'affect, de l'émotion. Donc on va faire parler à terme des ambassadeurs sur le territoire, des ambassadeurs connus, des manceaux, tout type en fait, de personnes, des commerçants aussi. Et en fait, il faut faire de la qualité. C'est ça l'objectif. Ça ne sert à rien d'avoir une communauté de 20 000 personnes si ces personnes-là ne répondent pas, ne partagent pas. En ville, les manceaux, eux, n'ont pas encore tous adopté cette nouvelle marque territoriale. Est-ce que vous connaissez le nouveau slogan de communication de la ville? Ah non du tout. Pas du tout. Moi non plus. Oh, Le Mans? Non, c'est pas ça. Off Course Le Mans, ça vous dit quelque chose? Non. Off Course Le Mans, c'était sur les parapluies en ville, mais non, je ne vois pas c'est quoi. Et lorsqu'ils découvrent enfin le slogan, les manceaux sont plutôt partagés. Ça me rappelle les 24 heures. Voilà, mais c'est plutôt, ça va de l'avant, c'est pas mal. C'est trop catalogué, trop catalogué Le Mans 24 heures. Il n'y a pas que ça au Mans. Il y a plein de jeunes, il y a des artistes au Mans qui ne sont pas encore reconnus. Il y a plein de jeunes qui font plein de choses bien. Et je trouve que les 24 heures du Mans, ça prend trop de place. C'est original, et puis bon, ça va peut-être marquer un petit peu plus les gens qu'une autre appellation. Sarthe Me Up, quitter Paris pour entreprendre ou encore Le Mans, une marque. Ces dernières années, les labels ont fleuri en Sarthe, mais la plupart ont du mal à durer ou à marquer les esprits. Un écueil dans lequel ne devra pas tomber Off Course Le Mans, prévient ce spécialiste. Attention à la juxtaposition de bonnes idées.
qui malheureusement ne permettent pas à ces initiatives d'aller loin. Elles vont vite, elles vont très haut. Par contre, un certain nombre d'entre elles n'existent plus aujourd'hui. Il faut mettre de la structure dans tout ça. Il faut mettre une stratégie. Une stratégie qui doit aussi s'appuyer sur les entreprises. C'est la prochaine cible de la marque territoriale. Son objectif est simple, attirer de nouvelles entreprises en valorisant celles qui sont déjà implantées, comme peut-être Furion Motorcycle, la start-up de Marc Evnis. Il travaille sur cette moto hybride depuis 2015. Alors ça, c'est notre premier prototype. L'hybridation se joue ici, à ce niveau-là. Donc c'est un système que nous avons élaboré pour la mettre en place et faire une première démonstration aux 24 heures du Mans. Et si cet engin a pu voir le jour, c'est parce que Marc a pu collaborer avec une autre start-up, Yann Motion, spécialisée dans l'électrification de véhicules anciens. Une start-up parisienne attirée par l'écosystème Manceau, dédié à l'automobile et à la mobilité. Une collaboration fructueuse que l'entrepreneur espère voir se développer grâce à la marque territoriale. Si on apporte à la marque, elle nous apportera. C'est-à-dire que si on pense dans son intérêt premier en instance, on aura du mal à travailler en synergie. Donc c'est à nous de porter ça. C'est des individus qui portent les marques. Les intentions sont là. Maintenant, il faut des hommes et des femmes pour leur donner une continuité, pour qu'elles puissent rayonner pour eux. Alors simple vernis pour rajeunir l'image de la ville ou véritable levier pour l'attractivité ? Difficile d'évaluer l'efficacité de cette marque territoriale quelques mois à peine après son lancement. Difficile aussi de savoir combien elle coûtera aux contribuables de la métropole cette année. 22 000 € hors taxe pour le seul contrat avec l'agence de conseil en communication. Mais lors du pesage des 24 heures ou du festival Le Mans fait son cirque, combien a pu coûter la promotion de cette marque ? La mairie estime ne pas être en mesure de détailler l'ensemble de ses dépenses. Petite promenade sur le Mine. Merci beaucoup, Romain. Éric Foguet, bonjour. Bonjour Emmanuel. Auteur, éditeur de livres culinaires et puis chroniqueur sur France 3 Pays de la Loire dans l'émission Ensemble c'est mieux. Est-ce que selon vous, Éric, on peut envisager de faire nos 14 repas hebdomadaires rien qu'avec des produits locaux, des produits des Pays de la Loire ? Avec des produits des Pays de la Loire Oui. Paris, on met ça au Paris. C'est possible. On va vérifier ça. Ouais. Je vais te faire plaisir Emmanuel, parce que bien au-delà de 14 repas hebdomadaires, tu vas voir ici en Pays de la Loire. Je suis un peu sceptique, je ne manque qu'à voir. David Sago de Kerbio. Bonjour David. Emmanuel. Bonjour, enchanté. Alors je vous présente parce que ici tu es dans un temple, en tout cas fruits et légumes. Regarde ce qu'on sait produire. David, tu nous guides un petit peu parce que côté tomates, tu les aimes toi les tomates. J'adore ça. Hein, faire des bonnes salades, etc. Regarde nos variétés ici en Pays de la Loire. Tu la connais celle-là ? La Non. tomate ananas. Tu vois pourquoi elle est ananas cette tomate ? Comme elle est belle. C'est pas une belle tomate Elle est sucrée ou elle est... Elle est très sucrée, très Avec charnue. Et ça vient d'où ça ? Ça vient de Vendée. De Vendée, c'est ici, dans les Pays de la Loire Donc que on ça fait, se produit. on fait de la tomate en Vendée. Eh oui, Ouais. et alors, puis regarde, pas qu'une tomate, on en fait de différentes variétés. Tu la connais celle-ci là ? Regarde comme elle est belle. Alors ça pour les salades, hein, Ça, c'est la Green Zebra, c'est parfait. la Ça, Green juste- Zebra. Juste tranché, Emmanuel. un petit peu de fleur de ça, sel, ça vient un d'où, filet ça d'olive, pareil, Vendée. Vendée. Ça vient des Cotonantais, en Loire-Atlantique. Maraîcher Alors, nantais. Voilà. regarde bien, tu sais ce que c'est ça ? Regarde ce qu'on produit là, c'est beau On dirait ça. un navet rouge. Eh bien, c'est pas un navet rouge ça. Alors, ça c'est de la betterave. Alors, la betterave, betterave, c'est elle est bien. extraordinaire. Mais comme ça, avec du blanc comme ça à l'intérieur. Eh oui, Voilà. voilà. C'est Alors, une non variété. seulement elle est belle, et puis tu as des betteraves également où on peut faire du jus de betterave. Hein. Tu sais que c'est super tonique avec un mix Très bon, fruits. Mais ça vient d'où ça ? Ça vient de Loire-Atlantique. Loire-Atlantique. Alors toi, les Pays de la Loire, c'est ça. Et puis, on va pas oublier qu'en cette belle, on va démarrer la saison Des Regarde. pommes. Eh, c'est pas la saison des pommes. Les pommes d'Anjou ? Alors des belles pommes des vergers de Chez chez le nous. verger des Cotonantais. Ouais. Le sucre en bouche. Très juteux. Elles sont goûteuses, juteuses. Alors c'est le plaisir des Pays de la Loire ici, Emmanuel. Tu vois bien que déjà, côté légumes, parce qu'on n'a pas totalement fini, hein. Regarde ceci. Il te reste un peu de concombre. Le concombre de chez nous, au moins il ressemble à quelque chose, c'est un vrai concombre. Quoi. C'est pour ça qu'il faut avoir la main qui soit décidée. C'est la main Pays de la Loire. C'est de La tomate sur la courgette ? Les tomates sont belles. Elle est très jaune quand même. hein. Elle est malade, non ? Non, non, il faut... Oh, variété ça. Quelle C'est une bonne variété variété. Et ça, c'est fait C'est où, les ça courgettes se jaunes. produit où, C'est ça fait en Loire-Atlantique. En Loire-Atlantique aussi. aussi. Ouais. On a beaucoup de Loire-Atlantique Alors, et de Vendée quand même. Oui, et de la Mayenne, regarde, de l'oignon de Mayenne. L'oignon mayennais. Regarde comme il est beau, l'oignon mayennais. Voilà. Alors ça, c'est pareil, ça a du goût. En salade, Ouais, ouais. moi je les aime comme ça en tout cas. Donc on a tout en tout cas pour se ravir les papilles ici. Ça, c'est pour les fruits et en légumes. Pays de la Loire. Viande, poisson et tout. On Alors va ça, peut-être aller voir. faut que je t'emmène plus loin Emmanuel, mais écoute, on finit notre pomme et on y va. Allez.
Allez, on est maintenant à la marée. Il fait aussi frais que dans le rayon fruits et légumes. C'est normal. Les poissons, ça c'est vraiment une force du littoral et évidemment une force de la région. Ils viennent vraiment de la région? Totalement, on a 2 criées ici, sur la Turballe, les Sables d'Olonne. Alors ce que tu vois là, c'est un étalage forcément de poissons de tout horizon, mais ici ce beau turbo vient de la Turballe. Il nous regarde un petit peu en coin. Eh oui, il t'a vu venir. On a des maquereaux ici qui viennent des Sables d'Olonne, du lieu jaune de Ligne, tu vois, ici c'est vraiment notre pêcherie locale. Alors, puisqu'on parle de pêche, il y a aussi les poissons de Loire. Totalement. Alors on va retrouver de l'anguille, on va retrouver forcément la lamproie qui est bien connue, nos civelles et puis le silure qui tente de Alors, venir le à la mode. silure, ça se mange ou pas? Parce qu'on dit Oui, souvent ça que c'est se un petit mange. peu la poubelle des rivières. Du tout. Il récupère un petit peu tous les Non, parce résidus. que justement, ils mangent que du vivant, donc c'est pas une poubelle. Et puis en plus, c'est un poisson sans arête. Alors tu vois, c'est formidable. Alors sans arête, on va aller aussi côté... Ah, ça c'est bon ça. Eh oui, ce sont nos Les huîtres. vendéennes, c'est marqué les- dessus. Les huîtres Les atlantiques, Vendée Atlantique. Alors forcément, on les consomme ici sur notre Et ça, alors département. là, il y a vraiment Et un là, produit local. le sel de Guérande. Le sel de Guérande, sel qu'on produit également à Noirmoutier ou encore au Sable d'Olonne. Il faut savoir que sur la presqu'île vrai. guérandaise en Loire-Atlantique, ce sont 300 paludiers qui travaillent, qui font vivre les marais salants en travaillant le sel. Selon les années, 12 000, 15 000, 17 000 tonnes de sel sont produites. 1800 tonnes à Noirmoutier où travaillent quelques 130 professionnels. Un produit label rouge et un savoir-faire ancestral ici en Pays de la Loire et forcément donc un produit non délocalisable. Ça c'est beau ça. Viande maturée. La viande maturée avec la croûte noire là qu'on enlève, c'est très très bon, c'est très tendre. Tout le travail d'orfèvre, en tout cas de nos artisans, c'est ça qui est important. Alors, c'est de que la volaille. Eh oui. Joël Blanchard, Monsieur bonjour. Joël Blanchard. Bonjour Joël, merci de nous accueillir. Montrez-nous un petit peu les volailles régionales qu'on produit ici. Eh oui. Alors volaille du Maine, volaille d'Anceny, volaille de Chalon. Là, vous Fermier avez du volaille- Maine, donc Fermier label du rouge, Maine, ça vient de la label Sarthe, rouge. ça. Ça vient de la Sarthe, de Coulant-sur-Gé. Ça veut dire que les produits régionaux sont très demandés. On vend toujours par exemple du poulet de Bresse, on en mange toujours, mais il y a un regain d'intérêt pour le local. Oui, tout à fait, pour le circuit court. Vous avez tout, la volaille d'Anceny pour la région nantaise, la volaille du Maine pour Angers, la volaille de Chalon pour... Les gens veulent tellement du local qu'ils demandent en fait le poulet produit au plus près de chez eux. Au plus près de chez eux. Mais je pense que c'est la demande de la clientèle aujourd'hui sur le circuit court. Qu'est-ce qui explique ça? Je pense que c'est vouloir manger bon, local, du bon produit. Et on pense que quand c'est fait près de chez soi, c'est mieux. meilleur. Et faire que quand ça travailler vient. aussi, faire travailler les gens de notre région. C'est important. Et puis la région Emmanuel, je rebondis, c'est qu'elle travaille sous label. Tu vois, il y a une charte de qualité qui est Label importante, rouge, ça c'est national. Est-ce qu'il y a des labels régionaux? Non, ici en Pays de la Loire, on n'en a pas. Donc on est vraiment clivé sur nos labels nationaux, mais qui sont importants parce qu'il y a une charte de bien-être animal, il y a une charte, en tout cas ici, plein air fermier, tu vois, plus de 80 jours d'élevage. Donc ça te garantit quand même du goût et des saveurs bien de chez nous ici en Pays de la Loire. Très bien. On va regarder comment ça se cuisine tout ça? J'aimerais bien parce que ça nous donne faim. Merci Allez, beaucoup, on est parti. Joël Blanchard. Merci Joël. À bientôt. Merci, bonne Au journée. plaisir. À bientôt. Maintenant qu'on a vu toute la richesse de notre terroir, Oui, Emmanuel. ça donne envie de goûter. Je crois qu'on est parti. Ouais. Sylvain Philippe, bonjour. Vous êtes compagnon du Tour de France. Bonjour. Qu'avez-vous préparé? J'ai cuisiné pour vous des mojettes de Vendée avec carottes des sables nantaises, un porc blanc de l'Ouest, accompagné de son suprême de poulet de Chaland. De Chaland, on va Voilà, goûter ça. L'assiette Pays de la Loire par excellence, Emmanuel. Exactement, donc on peut faire tous les repas comme si on vivait en autarcie en fait dans la région. Je crois que 365 jours comme ça, on sera en pleine forme. Exactement. Bravo. Merci, chef. messieurs, merci Sylvain. Au plaisir. Merci Eric de nous avoir accompagnés. Je t'en prie, c'est un plaisir. Avant de poursuivre notre balade dans la région pour connaître les savoir-faire, le Made in Pays de la Loire, j'ai évoqué tout à l'heure, au début de cette émission, en mangeant un petit beurre, l'entreprise Lefebvre-Utile, née au 19e siècle à Nantes, une des marques préférées des Français. Un musée lui est consacré au château de Goulaine, c'est en banlieue nantaise. Seulement, le propriétaire de la marque, l'américain Mondelez, veut fermer le musée. Il a d'autres projets. Il a traversé toutes les modes, toutes les générations. Et de sa naissance en 1886 à 2019, on continue à manger le petit beurre de la même façon. D'abord, on prend par les oreilles, il y en a 4. Et après, on prend les espèces de toutes petites oreilles, il y en a 48.
Le Petit Beurre, un vrai patrimoine culinaire qui a rencontré il y a 20 ans un autre patrimoine historique, le château de Goulaine. C'est là que le musée Lu a ouvert en 1999 grâce aux objets prêtés par les propriétaires de la marque, Danone puis Mondelez. Mais pour le groupe américain, ce partenariat ne fait plus recette. Il va donc retirer toute sa collection en novembre, privant le château d'une partie essentielle du circuit de visite. Une très mauvaise nouvelle pour le comte de Goulaine, qui perd aussi la somme versée chaque année par Mondelez. Ça représente quand même 60 000 euros. Et dans un lieu de patrimoine, chaque euro compte pour continuer à entretenir et ouvrir aussi au public. Donc évidemment, ça remet complètement en cause cette ouverture au public. Jusqu'à quel point ? Au point le plus peut-être dramatique. En tout cas, ce sont des emplois qui sont en jeu. Mais pour Mondelez, l'histoire de la marque sera toujours racontée, mais ailleurs qu'au château. Il y a un projet qui est en cours pour trouver un lieu dans la région nantaise qui permettrait de mettre plus en valeur, plus en lumière ses œuvres et que, évidemment, les gens qui sont attachés à la marque Lu puissent les retrouver sous un nouveau jour et avec plus d'œuvres également exposées. Lu, le berceau, c'est Nantes, donc c'est aussi important que ça reste à proximité de cette ville à laquelle Lu est énormément historiquement attaché. Pas de précision sur le lieu en question ni sur une date d'ouverture. L'usine Lu, située à 3 km du monument historique, produira toujours les biscuits. Et le rôdeur, lorsqu'il cuise, continuera à voyager jusqu'au château de Goulaine, qui devra bientôt se contenter de ce seul souvenir du Petit Beurre. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to. Nous voici à présent chez MFC, Manufacture Française du Sixt, une entreprise qui se trouve à Machecou, dans le sud de la Loire-Atlantique, et qui existe depuis très longtemps, depuis 1925. Bonjour Louis Cercleron. Bonjour. Vous avez travaillé pendant 40 ans dans cette entreprise, vous étiez responsable de la qualité, ça veut dire que tous les vélos qui sortaient passaient entre vos mains et vos yeux experts. Là, on a deux vélos vraiment presque semblables. Il y a une évolution quand même entre les deux. Quelles ont été les évolutions conçues à Machecou ? Alors l'évolution qui a surtout marqué, c'est l'histoire des gaines de frein qui passaient là à l'extérieur et là on l'a fait passer à l'intérieur. Tout ça s'est ressorti au moment des études en soufflerie pour avoir une meilleure pénétration dans l'air. Là par exemple on voit aussi que les freins sont beaucoup plus fins que ceux-ci qui sont beaucoup plus à l'extérieur. Et là, ils sont devant le cadre. Ouais. Les leviers de vitesse aussi, pareil, là, tout est un peu rapproché. Ici, nous avons des tubes en forme de gouttes d'eau, tout ça pour une meilleure pénétration dans l'air, pour gagner à peu près 4% à une certaine vitesse. Donc ces vélos qui ont appartenu à Bernard Hinault, ça c'est son vélo de 1981. Il y a quoi ? On va dire vélo des années 70, vélo des années 80. Voilà. Et là, on est en 2019. 2019. Et là, on retrouve le carbone qui donne beaucoup plus léger et beaucoup plus rigide aussi. Et ça n'est pas le vélo de Bernard Hinault. Quand on voit ces vélos, on pense à la marque sur laquelle il a couru pendant longtemps, la marque Gitane. Il y a une anecdote par rapport au fondateur de l'entreprise en 1925, M. Brunelière. Quelle est cette anecdote ? Alors l'anecdote, c'est surtout que M. Brunelière était commercial, donc il vendait ses produits partout la région, et il est sans arrêt en déplacement. Et sa femme, un jour, on avait un peu marre, elle lui a dit « mais t'es un vrai gitan, t'es toujours sur les routes ». Et il lui a dit « si moi je suis gitan, toi tu es gitane ». Et il a appelé ses vélos. Et après, il a appelé ses vélos Gitane. Et c'est resté. Merci beaucoup pour cette belle histoire. À bientôt, Louis. On va aller voir, sans jeu de mots, les cadres de l'entreprise qui vont nous parler de son évolution. À bientôt, merci. Au revoir. Dans cette entreprise MFC, il faut savoir que 400 000 vélos sont produits chaque année, donc 80 000 électriques, c'est dire si le secteur est porteur, et tout cela est fait par 350 salariés ici à Machecou, chez MFC. Et je rejoins le premier d'ailleurs des salariés, le directeur général, David Jamin. Bonjour. Pour que nos téléspectateurs, qui sont aussi des cyclistes, se rendent bien compte, il y a combien de marques et quelles sont les grandes marques du groupe, qu'ils sachent que leur vélo éventuellement est fait à Machecou? Alors le plus grand nombre de vélos qu'on fait sont des marques de distributeurs. Et on sert d'abord notre premier client Intersport. La marque de distributeur, c'est Nakamura. Mais on sert aussi des concurrents et différents types de distributeurs, avec chacun sa marque propre. Donc ça fait des dizaines de marques, ça? Ça fait une grosse dizaine de marques de distributeurs. Et puis on a nos marques propres.
Sun, emblématique, et puis EXS aussi sur notamment le vélo électrique, et Macadam également. Alors on vient d'évoquer avec Louis Cercleron, un ancien salarié, le fait que l'entreprise existe depuis 1925. Les noms d'entreprises se sont succédés, mais l'entreprise est toujours restée. Donc il y a un savoir-faire local. En quoi diriez-vous que cette entreprise est vraiment ligérienne, régionale? Ouais, quand on est ici depuis 1925, on est inscrit dans son territoire. On peut changer de nom, mais l'histoire est importante. Donc on est là depuis longtemps, on fait partie du paysage local, on bénéficie de certains atouts, notamment par exemple le port de Montoire. Ça, c'est quelque chose d'important pour nous, tout près de Saint-Nazaire, parce qu'on est une entreprise mondiale, on a des flux dans tous les sens. Les matières premières arrivent, tout est assemblé, conçu ici. Et être près d'un port, c'est essentiel. Et avoir un port à côté de nous qui continue à vivre et qui se développe, c'est essentiel, c'est un avantage compétitif par rapport à une entreprise qui serait au milieu de la France. Ouais. Ça veut dire que si les vélos partent aussi à l'extérieur. Donc vos vélos, ils partent dans le monde entier. Mais quand l'entreprise a changé de nom au fil des dizaines d'années, le savoir-faire aurait pu partir. Qu'est-ce qui fait qu'il est resté? Ce qui fait qu'il est resté, moi, je ne sais pas décrire ce qui s'est passé il y a 30, 40, 50 ans. Ce que je peux décrire, c'est ce qui s'est passé récemment et ce qui va se passer. D'abord, il y a des gens qui se sont toujours battus. Et quand les gens se battent, eh bien, ils réussissent à faire des choses. Et on doit, très clairement, ce qui se passe aujourd'hui, on le doit vraiment à deux choses principales. D'abord, Intersport qui a racheté cette entreprise en 2013, alors que c'est une coopérative de commerçants. Racheter une usine de 1925, alors qu'on est des commerçants, c'est un super pari gagné. Puis on est dans un contexte aussi, l'anti-dumping contre les vélos chinois, qui permet de garder une activité du cycle en Europe. Et on espère ici à Machecoul. Bon. La cité des compétences, ça met en jeu plusieurs compétences dans le secteur de Machecoul. Ça consiste en quoi? La cité des compétences, c'est quelque chose de très nouveau. On est en train, avec des acteurs locaux, des entrepreneurs, mais aussi des établissements de formation, d'essayer de faire germer quelque chose qui démarre avec des actions concrètes, une pépinière d'entreprise qui n'existait pas, des formations partagées, développer l'envie d'entreprendre et d'apprendre avec les gens d'ici. Pourquoi? Parce qu'on veut que ce territoire, que ce soit un territoire compétitif où les gens ils veulent vivre, ils veulent entreprendre, ils veulent continuer à venir. On a besoin de gens. On a 600 emplois en ce moment ici. On a besoin d'attirer les gens ici. Donc on a besoin de développer les compétences et de donner envie à tout le monde d'être là. Donc, à l'exemple de cette entreprise qui est restée, maintenant en attirer de nouvelles pour montrer que ce bassin d'emploi, il est durable, il est efficace et il a un savoir-faire qu'on ne retrouve pas ailleurs. Un savoir-faire made in Machecoul. Merci David Jamin de nous avoir donné toutes ces précisions, montrer que ce savoir-faire est là et il ne va pas bouger. Je vous laisse monter le vélo. À mon avis, il manque au moins les roues. Vous avez raison, au moins. J'ai l'œil. Au revoir. À bientôt, merci. Et je vais rejoindre Pascal Perrochot, cadre dirigeant de l'entreprise MFC. Bonjour Pascal. Bonjour. Il y a 6-7 ans, l'entreprise a connu de grosses difficultés financières et vous avez été à l'origine d'un projet de reprise avec 2 autres salariés. J'aimerais connaître les arguments que vous avez mis en avant devant le tribunal de commerce de Troyes pour que l'entreprise et son savoir-faire restent ici à Machecoul. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis en avant, bien sûr, l'efficacité et le savoir-faire des équipes de production, une vraie compétence commerciale et un vrai savoir-faire client, et aussi un bureau d'études qui nous amenait des produits... qui répondaient aux attentes des clients. Qui répondaient aux attentes, absolument. Ça veut dire que tous ces services travaillent en synergie, de telle sorte que l'entreprise puisse continuer, perdurer très efficacement. Absolument. Une vraie efficacité de l'ensemble du personnel, avec une vraie motivation de toutes les équipes qui ont permis de donner un influx et de pérenniser l'entreprise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes leader notamment sur le marché de l'électrique, leader en France sur les vélos électriques. Pas rancunier, du coup, vous n'avez pas eu gain de cause auprès du tribunal, sont vos adversaires de projet, mais ils vous ont quand même réembauché derrière. Exactement, c'est Intersport qui nous a embauchés ensuite, qui était aussi un de nos gros clients. Merci beaucoup Pascal. Alors des produits ligériens qui parcourent le monde, il y en a de très nombreux. Des produits estampillés notamment Made in Mayenne, vous allez le voir, ils plaisent aussi bien aux touristes qu'aux militaires. Le point commun n'est pas évident, il s'agit de kayaks, ils sont fabriqués à Vège, à l'est de Laval, des embarcations reconnues dans le monde entier et tout est fait, mais vraiment tout, à la main. Une belle image, celle de ce kayak sur les bords du canyon de Sauges. Mais attention, ce n'est pas n'importe lequel, c'est un Nautiride fabriqué entièrement à la main. Des kayaks et des canoës pliables, donc transportables en voiture, en avion, même en métro, si le cœur vous en dit. De quoi séduire 300 acheteurs par an.
C'est vraiment tout le monde, tous ceux qui aiment partir à l'aventure ou à la randonnée, à la journée, parce qu'on a toute une gamme pour faire tous les types de navigation possibles, que ce soit en mer ou en rivière, voilà. Mais 40% des clients sont bien particuliers. Il s'agit de l'élite de l'armée, les fameuses forces spéciales, dont le commando Hubert. On équipe aussi des forces spéciales en Amérique du Sud, on équipe des forces spéciales en Asie du Sud-Est, en Afrique. Donc on peut retrouver nos kayaks et nos produits partout dans le monde. Embarcations, sacs étanches et camouflables pour armes et moteurs, combinaisons de plongée et même valises diplomatiques. La production, souvent sur mesure, est vaste et tout cela avec un label, le Made in Mayenne. Ici, on a développé tout un savoir-faire qui est très très spécifique avec le travail du bois, la couture, pour faire ces bateaux qui sont quasiment uniques en France et presque uniques en Europe. Dans les projets de l'entreprise, une modernisation partielle de la découpe et de la couture, mais la fabrication restera artisanale et bien Made in Mayenne. Pas question de délocaliser une affaire qui marche en grande partie grâce à ses salariés. Voilà, le Made in Mayenne. Retour sur le plateau d'enquête de région, c'est délocalisé un petit peu. Nous sommes à Angers, à présent, en bord de Maine, dans les locaux d'Angers French Tech. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, j'ai sollicité l'aide de Gaëlle Pantin-Soyer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure, enseignante-chercheuse en marketing à l'Université d'Angers. Vous enseignez les marques, leur poids, leur importance. C'est quoi une bonne marque ? Alors une bonne marque, c'est une marque qui crée de la plus-value par rapport à une offre produit. Par exemple, si je vous présente deux jus d'orange, un sans marque et l'un avec marque, normalement, vous ajoutez une performance, une plus-value à ce produit qui contient la marque. Alors qu'ils ont la même composition. Alors qu'ils ont la même composition. Donc c'est vraiment l'œil qui réagit, c'est grâce à un logo, grâce à des couleurs. Tout à fait, par rapport à des associations positives, par rapport à une reconnaissance, une notoriété de cette marque qui a su communiquer, bien sûr, sur les valeurs de la marque. Et la marque fait l'image de marque. Exactement. Est-ce qu'un territoire doit vraiment s'attacher des marques ? Ou à l'inverse, est-ce que des marques, pour exister, pour être reconnues, doivent être identifiées comme appartenant à un territoire ? Alors là, la question est un petit peu compliquée parce qu'effectivement, on peut associer une marque à un territoire, mais si le territoire a un pouvoir d'évocation positif. C'est-à-dire que si le nombre d'évocations positives liées à ce territoire est important, puisqu'on peut avoir des territoires qui ont subi par exemple des catastrophes écologiques ou des villes qui ont subi des catastrophes écologiques par exemple et qui font référence du coup à des événements plutôt négatifs. Donc on valorise une marque grâce à un territoire si ce territoire, lui, favorise évidemment les associations positives. Et il faut vraiment que le territoire soit identifié. Je veux parler notamment il y a produits en Bretagne, chez nos voisins bretons qui existent. Alors, en Bretagne a 5 départements, ça après politiquement c'est un autre débat. Mais est-ce que ça veut dire qu'en Pays de la Loire, on est bien identifié ou pas assez identifié pour que des marques puissent s'attacher à ce territoire ? Parce qu'il n'y a pas de Made in Pays de la Loire, il n'y a pas de marque Made in Pays de la Loire, il y a un collectif de fabricants Made in Pays de la Loire qui a monté un groupe Facebook, mais c'est tout. Effectivement, alors c'est vrai que la Bretagne a beaucoup capitalisé sur le terme Bretagne, produit en Bretagne, etc. Alors il y a une forte reconnaissance de la région à l'échelle nationale, mais aussi internationale. Et donc les Bretons sont peut-être fiers aussi de porter cette identité régionale, peut-être un petit peu plus que nos compatriotes ligériens. Ouais, alors il y a des entreprises qui elles, n'ont pas bougé. Leur nom a éventuellement changé, mais le savoir-faire est resté. Est-ce que là, c'est un paramètre qui peut montrer qu'elles sont attachées à leur territoire quand elles sont là depuis 50 ans, depuis 100 ans? Est-ce que du coup, ça contrebalance le fait que le territoire ne soit pas connu? Alors oui, puisqu'elles sont toujours implantées là, ça veut dire que les compétences sont présentes en Pays de la Loire et qu'on peut capitaliser aussi là-dessus en termes d'histoire, par exemple, ou de culture liée à la marque. Mais c'est vrai que ce qui est identifié au territoire, c'est essentiellement des marques liées à l'alimentation. On en a parlé au début en étant aux mines à Nantes, on pense aux rillettes du Mans, au vin d'Anjou, au Port-Salut, le fromage mayennais. Mais dès qu'on est dans du bien matériel, là, il n'y a plus grand monde. Il y a très peu, effectivement, de marques qui sont liées au territoire ligérien. Alors, il y a plus des événements, puisqu'on a le Puy du Fou, par exemple, ou des grands parcs comme celui-ci, qui a quand même été élu meilleur parc du monde à 2 reprises. Et puis, on a, oui, c'est vrai que c'est surtout dans le secteur touristique qu'on va avoir une reconnaissance des Pays de la Loire et dans le secteur alimentaire, avec les vins, bien sûr, et puis certains produits. Le Puy du Fou, c'est non délocalisable, puisque le Puy du Fou raconte l'histoire de la Vendée. Néanmoins, la marque, maintenant, existe, puisque
les directeurs du Puy du Fou font construire un parc en Espagne et ont un autre projet en Russie, pour raconter aussi des histoires locales, mais sur la mode du Puy du Fou vendéen, puisqu'on parlait de la Vendée. Il y a l'histoire des mouchoirs de Cholet qui existent toujours. Alors, ils sont maintenant fabriqués en quantité beaucoup moins industrielle qu'avant. Le mouchoir de Cholet rouge et blanc. L'histoire prétend que le chanteur Théodore Botrel, dans une chanson de 1900, rend hommage au général de Charette et à Henri de la Roche-Jacquelin. Il portait, en allant au combat en 1793, un mouchoir blanc. Il a été taché de sang, d'où le mouchoir rouge et blanc de Cholet, aujourd'hui fabriqué à 25 000 pièces par le musée du textile à Cholet. Le mouchoir, le beurre blanc, le carnon d'ardoise, qui évoque le passé minier d'Angers. Est-ce que pour vendre, il faut raconter une histoire ? Alors oui, pour vendre, il faut raconter une histoire. Alors c'est la grande mode du storytelling dans la gestion des marques actuellement, et c'est bien de rattacher effectivement cette histoire à la culture, alors non pas uniquement locale et territoriale, mais à la culture française, puisqu'à l'échelle internationale, c'est bien le Made in France qui fait foi. Ouais, ceux qui font du carnon d'ardoise à Angers disent en France, on vend du Made in Anjou, et dès que ça passe la frontière, on vend du Made in France. Exactement. Bon. Ça date de quand, le fait d'être à nouveau fier du Made in France, du Made in local ? C'est relativement récent. Ouais, alors les recherches sur le Made in ou le Country of Origin en marketing, ça date à peu près de la fin des années 90, début 2000, où on va vraiment capitaliser sur les territoires, effectivement, avec Only Lyon. Alors évidemment, il y a Love in New York qui a énormément travaillé sur cette identité locale dans les années 70. Et donc, les villes ont pris vraiment conscience de la valeur que pouvait représenter le territoire lorsqu'on communique sur des marques en particulier, avec un vrai savoir-faire local, une tradition, une authenticité qu'on peut valoriser. Très bien. Merci beaucoup, Yael Pantin-Sauvier, d'être venue nous éclairer dans cette émission sur le marketing et puis l'importance de la marque et surtout du lieu où est fabriqué le produit. Merci beaucoup. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. À bicyclette. C'est sympa cette application. Hop, le petit chien. Benjamin, bonjour. Benjamin Cos, PDG de Cotos, c'est comme ça qu'on dit. Tout à fait. Et vous avez inventé donc un vélo qui permet de faire du sport et en même temps de se déplacer virtuellement. Exactement, en fait, c'est un simulateur vraiment complet de vélo qui permet de faire travailler le corps, le cœur et l'esprit simultanément. C'est-à-dire faire une activité physique qui ramène les gens vers une activité cognitive. Ouais, alors je ne vous regarde pas beaucoup, c'est pas par manque de politesse, mais c'est pour pas tomber dans la mer, parce que là on est en bord de littoral atlantique, sur un petit chemin de randonnée. C'est destiné à qui ce produit ? En fait, c'est destiné à toutes les personnes fragiles qui se replient sur elles-mêmes et qui ont besoin d'estime d'elles-mêmes, d'être autonomes à faire une activité pour repartir sur différentes autres activités comme la rééducation. Et donc pour l'instant, essentiellement en maison de retraite, les foyers logements et les établissements médicalisés. Alors vous avez inventé et mis au point ce produit là, ces 2 dernières années, vous en avez vendu beaucoup ? Alors on a déjà plus d'une cinquantaine d'établissements qui sont équipés de façon permanente, et puis on fait effectivement des animations dans d'autres, et puis on a pour objectif de se développer évidemment en France et à l'international. Alors moi ce que j'aimerais savoir c'est comment vous l'avez mis au point. On est ici à Angers dans les locaux d'Angers French Tech en bord de Maine. Christophe Béchu, le maire d'Angers, va nous expliquer dans quelques instants, juste après notre entrevue, en quoi consiste Angers French Tech, mais pourquoi vous avez eu besoin de confronter votre idée à d'autres sociétés, à d'autres entreprises, alors que vous n'êtes pas du tout sur le même créneau. Alors du coup, moi je suis issu de la formation angevine, donc j'étais naturellement dans Angers French Tech, j'ai fait les écoles des arts et métiers à Angers, et du coup avec mon parcours aussi en réalité virtuelle, l'idée était tout à fait légitime de venir s'installer sur Angers pour collaborer avec un ensemble d'acteurs pour pouvoir imaginer le design, la conception, l'informatique, l'électronique, le logiciel, tout. On a tout fabriqué en Pays de la Loire. Et l'idée, c'est que du coup, à Angers, on pouvait retrouver toutes ces compétences-là. Justement, vous avez cité Laval. Laval, c'est la ville du virtuel. Vous auriez pu rester en Mayenne. Alors, on aurait pu rester en Mayenne. Et moi, je suis tombé amoureux de la ville d'Angers parce que j'ai fait le prix national militaire à la Flèche, en Sarthe. Donc, vous voyez, je suis un peu melting pot. Un vrai Ligérien. Ce produit, il est made in Pays de la Loire de bout en bout. Made in Pays de la Loire de bout en bout, exactement. Et c'est une fierté pour vous de savoir que ce produit, qui est le seul au monde de la sorte, puisse voyager ? Alors en effet, c'est le seul simulateur de vélo pour personnes âgées, dont l'ergonomie a entièrement été pensée pour les personnes en situation de fragilité, notamment en maison de retraite. Et on l'a même amené à Las Vegas, et c'est une vraie fierté qu'il soit fait en Pays de la Loire. D'ailleurs, ça devient un argument commercial. Très bien. Bon, je m'arrête un petit peu parce que, mine de rien, je suis essoufflé. Benjamin Cos, merci beaucoup de nous avoir expliqué un petit peu votre produit, votre prototype Made in Pays de la Loire. Je vais vous parler d'une autre entreprise qui est toujours dans le Maine-et-Loire, une entreprise qui est dirigée par une famille qui a créé cette entreprise. Ça fait 5 générations qu'on se succède à la tête de la société, une famille pour laquelle le temps est très précieux, vous allez le voir. Baudet, puisqu'il s'agit d'elle, elle est présente dans toute l'Europe. Et vous avez vu ce nom certainement dans les églises,
dans des salles de sport ou encore dans les gares. Depuis le milieu du 19e siècle, c'est du Made in Pays de la Loire qui reste en Pays de la Loire. Et puisque la société vit avec son temps, elle se numérise. Sur les horloges des clochers, dans les gares, partout cette même inscription, Baudet. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, c'est celui d'une marque, mais surtout celui d'une famille de 5 générations, passionnée par le temps. C'est ici, à Trémentine, que leur histoire commence. C'est là où un jour le conseil municipal, on est en 1868, a demandé à mon arrière-arrière-grand-père d'installer l'horloge puisqu'ils étaient en cours de restauration du clocher. Paul Baudet conçoit d'abord un mécanisme d'horloge capable de faire sonner les cloches. Son fils consolide la structure en bois. Son petit-fils améliore la mécanique. 150 ans plus tard, ce sont ses arrière-arrière-petits-fils qui dirigent l'entreprise. Et le système a bien changé. À la base, il était mécanique et puis on l'a fait évoluer avec de l'électronique, voire même maintenant de l'informatique, puisque la personne qui est en charge de mettre en mouvement les cloches, le curé par exemple, aujourd'hui peut piloter son clocher via une tablette ou un smartphone. Voilà, on modernise. Chez Baudet, on continue de restaurer des cloches venues des 4 coins de l'Europe pour une cure de jeunesse. Là, c'est la phase de finition. Là, on va la rendre propre, nickel, elle va repartir très belle. Mais le gros de l'activité aujourd'hui, ce sont les horloges professionnelles. Donnez-leur sous toutes ses formes, comme sur les tableaux d'affichage sportif. Vous avez d'ailleurs devant vous le tableau le plus vendu pour nous, celui qui va équiper le gymnase de la salle communale. Voilà. Et puis on va équiper des petites salles comme maintenant des arénas ou des grands stades. Autre star signée Baudet, l'horloge TGV. Elle équipe plus de la moitié des gares de France. Ces modèles-là sont destinés aux hôpitaux, aux mairies, aux banques. Comptez 200 € pour l'entrée de gamme. Le produit séduit même à l'étranger. Mais l'identité de l'entreprise, c'est surtout la transmission de génération en génération. Des produits iconiques créés par le père de Sylvain, Jean-Pierre Baudet, dont il doit désormais défendre la réputation. C'est une responsabilité, puisqu'il y a toute cette histoire, et puis être sûr qu'on puisse la continuer et pérenniser dans le temps. Comment il s'en sort pour l'instant? Ça va. Dernière innovation portée par Jean-Pierre, la version moderne de la pointeuse, destinée aux ressources humaines. Très high-tech, alors il a décidé de passer la main. Qu'est-ce que vous ressentez face à ce produit De la fierté. Ils ont réussi à faire évoluer quelque chose que j'ai lancé et qui maintenant est beaucoup plus puissant et qui nous permet d'être un des leaders sur ce marché en France et aussi en Europe parce qu'on exporte beaucoup. Une évolution qui permet à l'entreprise de maintenir ses activités historiques et de faire vivre le nom Baudet à travers les âges. Voilà, Angers et la French Tech. On va en parler avec Christophe Béchu, notre invité, le maire de la ville. On va s'installer là, Christophe Béchu, devant la cathédrale. Angers, justement, ils sont passés de fièvre de l'électronique qui remonte aux années 50. Aujourd'hui, c'est terminé. Mais est-ce que vous êtes appuyé là-dessus, justement, pour donner une nouvelle ère avec le numérique et la French Tech? Bien sûr, la réalité historique de l'électronique à Angers, elle est très forte, même si aujourd'hui, peut-être certains l'ont oublié. Il y avait autant d'emplois dans l'électronique à Angers qu'à Grenoble au début des années 80. Il y avait la grande usine Thomson, on le rappelle. Il y avait en particulier 6000 personnes chez Thomson, mais il y en avait aussi 3000 qui assemblaient des ordinateurs chez Bull. Il y en avait dans beaucoup d'endroits de la ville. Et cette réalité-là, avec la mondialisation, avec les vagues de délocalisation, elle a évidemment beaucoup changé, mais on a encore présent sur notre territoire l'équivalent de 7000 emplois autour des métiers purs de l'électronique, mais au lieu d'être répartis dans une ou deux entreprises, c'est 900 entreprises aujourd'hui sur le bassin angevin qui emploient ces 7000 personnes et qui sont liées au numérique au sens large. Donc de l'électronique avec le savoir-faire qui est resté, on n'a pas délocalisé, c'est resté Made in Pays de la Loire, Made in Angers. On est arrivé au numérique avec ce label French Tech. Tout le monde ne maîtrise pas ça. C'est quoi la French Tech et c'est quoi Angers French Tech? La French Tech, c'est une intuition sous le précédent quinquennat qui consiste à dire il faut des étendards, il faut des bannières pour être visible, surtout dans un monde comme celui du numérique où l'enjeu, c'est pas d'aller convaincre son voisin, c'est d'aborder des marchés qui sont des marchés mondiaux. Et il y a un savoir-faire français en termes d'électronique, mais aussi en termes de créativité.
pour rendre visible ce savoir-faire, puisque ce sont des petites startups et des petites entreprises, plutôt qu'elles y aillent seules et éparpillées, on va faire en sorte de leur donner des bannières qui leur permettent d'y aller ensemble. Et depuis cette bannière French Tech nationale, ça a été décliné là où il y avait des places fortes du numérique en territoire. Donc il y a des communautés maintenant. Exactement. Et Angers a été reconnue comme étant une de cette vingtaine de places fortes sur le plan national, comme Nantes et comme Laval à l'échelle de la région. Nantes est capitale French Tech. Il y a Exactement. 5 communautés. Angers, bien évidemment, Laval, Le Mans, Saint-Nazaire-la-Baule et sur la Vendée. Ça veut dire quoi? Parce qu'on voit, vous avez mis vous arborez le petit logo, le renard, on sent la ruse, toute la malice. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Angers est devenu une marque, est devenu un produit de consommation? Ça veut dire qu'Angers French Tech est devenu un label. Le renard, il a évidemment un sens. La plupart de ces communautés, elles se distinguent par le choix d'un animal en origami. Et nous, on a volontairement choisi le renard parce que ce n'est pas le plus gros, mais c'est le plus malin. Et pour faire simple, on a bien conscience que notre principal atout, ce n'est pas notre taille, c'est notre agilité, c'est notre capacité à être intelligent pour profiter des opportunités qui se présentent. Ce label French Tech, il a 2 conséquences. D'abord, sur le plan local. On a des quantités d'entrepreneurs et de startups qui du coup se retrouvent dans un lieu comme celui où on est Alors, ici. certaines sont locales, d'autres viennent de l'extérieur. Hein. Exactement. Pour profiter d'un écosystème, pour profiter à la fois des infrastructures qui sont offertes, des services, du pôle ressources, des experts, de l'accès facilité à des financements, il y a d'abord une dimension d'émulation, de visibilité et une capacité aussi à ce que ces acteurs, en travaillant ensemble, créent plus de valeur que s'ils créaient des choses chacun de leur côté. Puis il y a une deuxième dimension, c'est d'être présent à l'extérieur. Et plus on s'éloigne du territoire, plus cette bannière, elle est importante à la fois pour préciser qu'on est français et qu'on vient de la vallée de la Loire, de l'ouest de la France. Donc on fait connaître Angers French Tech à l'extérieur. Le savoir-faire ici, on le développe ensemble, on confronte les idées, on élabore ensemble les projets et ensuite on va vendre ce savoir-faire à l'extérieur, mais il reste Angevin. Vous voulez aussi devenir la capitale, la ville la plus connectée de France dans un premier temps, d'Europe, on verra peut-être après, avec la Smart City. Ça, c'est votre grand projet de la fin de votre premier mandat de maire. Ça consiste en quoi ? Pour faire simple, tout le monde a entendu parler de la Smart City ou de la ville intelligente. Comment le numérique, comment le digital peuvent nous permettre de consommer moins de ressources d'un point de vue écologique, de rendre plus de services et de le faire en faisant en sorte que ça coûte moins cher. L'agglomération lance un très grand projet, on choisira en novembre de cette année, 150 millions d'euros pour digitaliser notre territoire et améliorer les services qu'on rend aux 300 000 habitants du territoire. Exemple, on va dans les 50 000 lampadaires ou candélabres du territoire, changer les ampoules pour passer des ampoules thermiques au LED et on va rajouter des détecteurs de présence pour arrêter d'éclairer toutes les rues, tout le temps. On en attend 65% de diminution de nos factures d'électricité. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, pour éclairer la nuit les 300 000 habitants de l'agglomération, on dépense par an un peu moins de 3 millions d'euros. Donc on vise 2 millions par an d'économies. Deuxième exemple, dans la ville du végétal, la première ville verte de France, la ville la plus écologiste, nous avons énormément d'espaces verts. On va mettre des petits capteurs dans nos espaces verts pour ne plus arroser de manière automatique le matin s'il a plu suffisamment pendant la nuit. Donc au quotidien pour aider les Angevins et pour faire des économies et vivre dans un monde plus moderne. Donc c'est un formidable levier de communication pour la ville. Vous souhaitez un jour, on ne parle plus de la douceur angevine, mais d'une ville connectée à l'angevine ? En fait, pour être exactement dans le thème de cette Angers French Tech, on ne veut pas seulement être la ville dans laquelle il y a des entreprises qui travaillent sur le monde de demain. On veut être la ville connectée, la ville dans laquelle on invente les usages parce que des entreprises le font, parce que la collectivité s'en saisit et parce que les citoyens, grâce à ces capteurs, grâce à ces données qui seront en open data, pourront eux-mêmes inventer des usages, des applications et des modes de concertation nouveaux. Très bien. Bon, on va vérifier ça à l'automne parce que ce sera la fin de l'appel d'offres, décision annoncée parce que c'est vous qui avez présidé le jury et puis on verra ça ensuite. Décision en novembre et vous serez évidemment les bienvenus. Très bien. Merci beaucoup Christophe Béchu, maire d'Angers. On a parlé des inventions, il y en a une qui est toute proche, elle est nantaise, donc elle est ligérienne, le Made in Pays de la Loire, ça vous parle. Une invention d'un jeune nantais dont on vous avait parlé, il s'appelle Guillaume Laurent, il avait 18 ans à l'époque quand vous le voyez sur ces images, il en a aujourd'hui 22, il commercialise un Sensor Wake, un réveil olfactif, une capsule dans un réveil et plutôt que d'être réveillé par un vulgaire buzzer, c'est l'odeur du pain grillé ou la lavande qui viennent chatouiller vos narines. 15 parfums existent actuellement. On avait rencontré donc Guillaume Roland pour raconter son histoire et son invention. L'an dernier, il a vendu 30 000 réveils, 100 000 capsules dans 200 points de vente en France. Vous voyez, son entreprise s'est bien développée. Il vient de rejoindre le groupe Berger, très connu pour ses lampes parfumées. Mais le réveil, lui, est toujours Made in Pays de la Loire. Il est toujours nantais.
Voilà, nous sommes toujours dans les locaux d'Angers French Tech pour faire la connaissance de Charlotte. Bonjour. Bonjour. Charlotte Journobord. Vous travaillez ici au sein de la French Tech pour mettre au point une plateforme pour les commerçants. En fait, vous les empêchez de mourir, on va dire ça comme ça, c'est un peu trivial, face à Amazon? En gros, c'est ça. Globalement, on a développé tout un écosystème qui est composé de 3 solutions hyper simples pour tous les commerçants et qui vont leur permettre de mettre leurs produits en ligne et donc qui va permettre aux Angevins d'acheter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 chez les commerçants de leur quartier et donc du coup de savoir en fait ce qu'il y a en temps réel autour d'eux. Mais ça veut dire qu'il faut que les produits de chaque commerçant soient référencés sur Internet. Ouais, en fait c'est ça notre job, c'est que nous on a développé une techno qui permet de référencer à peu près 30 000 références produits en moins de 30 minutes. Ça fait 4 ans qu'on travaille dessus, il y a 15 développeurs qui sont sur ce sujet et c'est vraiment notre grosse innovation. Et c'est ici que ça a été mis au point, au sein d'Angers French Tech. C'est ici que ça a été mis au point et en fait c'est surtout que la solution pour qu'elle soit hyper simple, on l'a aussi construite avec les vitrines d'Angers, on a beaucoup échangé avec Corinne, donc la présidente de la French Tech, et puis c'est vrai que le maire, je dois avouer qu'il nous a pas mal aidé aussi sur le discours marketing. Il vient nous expliquer ce qu'il pensait d'Angers French Tech. Donc ça veut dire que le commerçant angevin peut fermer sa boutique à 19h. En fait, elle tourne toujours, les commandes continuent d'être engrangées. Exactement. Il les découvre le lendemain matin et il peut ensuite donner suite et faire livrer les produits. Exactement. En fait, l'idée c'est de dire qu'aujourd'hui c'est tellement plus simple d'aller acheter chez Amazon, sur Zalando, sur Asos, sur Wish, sur tous ces sites. Alors que finalement, il y a les commerçants du quartier qui ont des super offres produits avec qui souvent on a créé une vraie relation, mais chez qui c'est beaucoup plus compliqué d'aller parce que les magasins ne sont pas toujours ouverts. Et donc l'idée c'est de dire, 7 jours sur 7. En fait l'idée c'est de dire comment on va mettre le digital au service de la redynamisation du centre-ville et comment en fait on va permettre de mettre tous les commerçants à pied d'égalité avec tous ces pure players du web. Et en fait aussi redonner le pouvoir à l'habitant en fait, enfin pas à l'habitant mais au consommateur. Donc Angers dans un premier temps et ensuite ce commerce à l'angevine va faire tache d'huile et vous allez investir d'autres villes de France? Alors on a déjà des propositions d'autres villes de France. Pour nous c'était hyper important de commencer par Angers, déjà parce que c'est eux qui nous ont soutenus au début, ensuite parce que avec le territoire connecté, l'IoT c'est hyper important pour nous. IoT c'est quoi IoT? Alors IoT, intelligence du territoire quoi. Et en fait, c'est hyper important pour nous de travailler dans cet écosystème qui est hyper stimulant intellectuellement. On a tous les mêmes ressources, donc les mêmes développeurs. Je ne dirais pas qu'on se les échange, mais en tous les cas, entre eux, ils peuvent échanger et donc c'est hyper bien. Et finalement, pour ceux qui n'auraient peut-être pas hyper bien compris au début quand je l'ai expliqué, nous, on connecte les magasins aux habitants et puis au monde entier. Donc c'est assez sympa dans la continuité du territoire connecté. Merci beaucoup Charlotte Journobord de nous avoir expliqué votre travail ici au sein d'Angers French Tech. Alors puisqu'il y a une chaussure devant moi, je vais en profiter, le lien est tout trouvé. Elles vous ont peut-être collé aux pieds tout l'été pour éviter d'aller vous faire mal dans les rochers. Je parlais de sandalettes made in Pays de la Loire qui plaisent notamment beaucoup aux Japonais. Et sachez qu'elles sont faites évidemment dans la région et c'est toujours le cas et ça va durer encore quelques décennies. Et bientôt, vous pourrez l'acheter sur la plateforme connectée Angevine. Ces méduses-là, on les adore. Elles fleurent bon l'enfance et les vacances, et ça fait 70 ans que ça dure. Créée en 1946, c'est toujours l'indétrônable chaussure de plage. 700 000 paires sont produites chaque année, dont une partie dans cette usine de Beaupro. Donc la base de la méduse, c'est du PVC, des granules de PVC qu'on reçoit teintés dans la masse, qui proviennent de nos fournisseurs qui sont à Tiffauges et à côté d'Anceny. Les billes de PVC sont injectées dans des moules à 200 degrés et en moins d'une minute, voilà la Sun, le modèle star de Méduse, qui a peu évolué depuis 70 ans. Elle est reconnaissable à son bout arrondi, ses brides tressées, son arrière caractéristique et puis surtout sa semelle à picot. C'est le même modèle depuis 1946, mais on a fait évoluer les matières. On est aujourd'hui sur des matières qui sont beaucoup plus souples, qui sont beaucoup plus agréables à porter et qui sont conformes à la norme REACH, qui sont sans phtalates. La Sun, fabriquée surtout au Maroc, se décline en bleu, blanc, rose, les 3 couleurs d'origine toujours les plus vendues, mais aussi dans une trentaine d'autres coloris. Et cette méduse a désormais des petites sœurs, des ballerines, des sandales et des bottes qui permettent de vendre bien au-delà de l'été et de nos frontières. Méduse, c'est en France et à l'étranger. Notre deuxième marché, c'est le Japon.
Ils aiment beaucoup le Made in France, ils aiment le plastique, les couleurs pastel, les couleurs en général. Et en plus, que ce soit Made in France, ils adorent. Les chaussures en plastique ne se sont jamais aussi bien vendues. Les blogueuses en raffolent et prédisent au pied des accros de la mode une invasion de méduses en ville et plus seulement à la plage. La Méduse qui a aujourd'hui un petit peu plus de 70 ans, mais tout est toujours fabriqué en France, conçu en Maine-et-Loire, donc en Pays de la Loire, mais fabriqué en France. Puis il y avait une autre marque dans ce reportage, vous l'aurez remarqué, une marque musicale celle-ci, le groupe Archimède, les frères Boinard, Nicolas et Frédéric, toujours très attachés à leur Mayenne natale et leur ville de Laval. Vous en savez plus sur les produits Made in Pays de la Loire, ils existent. Le nombre de produits évoqués vous l'a prouvé. Quant à moi, je continue ma petite balade. À très bientôt.